Comparative des services d'un établissement de microfinance avant et après la digitalisation. Cas de la MUPC. Le jury vous accorde 5 minutes pour présenter votre travail. Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir donné la parole. Je me nomme Fodakani Anipla, étudiant à l'Institut de formation polytechnique de Bouddha. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, chers parents, chers distingués invités, bonjour et bienvenue dans ce temple du savoir qui est l'Institut supérieur polytechnique de Bouddha à l'occasion des soutenances de fonds de formation des étudiants de l'équité. Tout étudiant qui suscite une formation doit, au cours de celle-ci, présenter un rapport ce qui retrace le déroulement de son stage. C'est dans cette optique que nous avons effectué le nôtre à la MUPC de Bachar, un établissement de microfinance de première catégorie. La MUPC a été créée le 22 mai 2003 sous la direction générale de M. Fauré-Comte. A ouvert sa première agence le 14 juin 2003 et celle de Bacham en 2014. En 2014, comme établissement de microfinance de première catégorie. Pendant notre stage à la MUPC de Bacham, nous avons effectué des tâches telles que l'accueil des membres, l'accueil et le renseignement des membres sur les conditions d'ouverture d'un compte, le scan et l'enregistrement des photos et signatures du membre dans le logiciel, le renseignement des bordereaux, que ce soit des retraits et des versements du membre. Étant donné que la MUPC est installée dans une zone rurale où on assiste à près de 60% de la population analphabète et vieillissante. Lors du déroulement de nos tâches, nous avons eu des difficultés d'intégration. D'abord, débuter un stage pour la première fois de Babinès Média, c'est très facile. Nous avons aussi eu des difficultés de compréhension du langage financier et nous avons constaté un changement sur l'exécution des tâches de l'entreprise. Par exemple, nous avons vu que l'entreprise a procédé à un changement des numéros de compte. Le changement au niveau du matériel utilisé. C'est dans cette... Nous nous sommes dirigés vers le personnel pour comprendre le pourquoi des choses. Et c'est là où nous avons été informés que cette structure qui a pour mission de lutter contre la pauvreté en offrant des services de collecte et de sécurisation de l'épargne, d'octroi de crédit, et avec pour vision d'être leader de microfinance au Cameroun et dans la zone CEMA, connaît en ce jour une transformation digitale qui se matérialise par la centralisation de son système, l'augmentation des services offerts. Et nous avons jugé nécessaire d'orienter notre thème vers une analyse comparative des services d'un établissement de microfinance avant et après la digitalisation. Car il est d'abord important de connaître et de comprendre l'environnement dans lequel nous vivons. Pour mieux comprendre notre thème, nous nous sommes interrogés sur des questions suivantes. Qu'est-ce qu'un établissement de microfinance? Qu'est-ce qu'un service? Qu'est-ce que la digitalisation? Comment étaient les services avant et comment sortir après cette transformation? Quels sont les avantages, les faits générateurs et les inconvénients liés à cette transformation? Il en ressort de nos préoccupations qu'un établissement de microfinance est une institution financière qui offre des services à des personnes à faible revenu. Et qu'un service est une aide accordée à une personne en contrepartie ou sans contrepartie de quelque chose. La digitalisation, quant à elle, est un procédé qui vise à transformer un métier, un processus en pôle informatique. Et comme fait générateur, et nous avons remarqué qu'avant la transformation digitale, on assistait à des opérations de retraits déplacés, dépôts déplacés, versements déplacés et versements sur place. Ce qui venait pour les opérations déplacées, le paiement des commissions et de la taxe sur la valeur ajoutée. Et concernant le crédit, nous avons vu qu'avant la digitalisation, il y avait une capacité d'enregistrer les dossiers et la demande du crédit dans le système. Et après la digitalisation, on n'assiste plus aux opérations
des retraits déplacés et des retraits sur place. Donc, il y a centralisation du système. Et pour le service du crédit, nous avons maintenant la possibilité d'enregistrer les dossiers et les demandes des crédits des membres dans le système, ce qui permet à tous les analystes d'avoir accès aux dossiers et de mieux examiner si cela a été bien fait ou pas. Et nous assistons aussi à une normalisation des services dans l'entreprise. Comme administrateur de cette transformation, nous avons la COVID-19, l'éveil de la concurrence et l'évolution des besoins du client, le surcharge des guichets de ces agences. Comme avantage lié à cette transformation digitale, cette transformation permet à cette entreprise d'accroître ses parts de marché et permet aux clients de faciliter la vie de ses membres. Comme inconvénient lié à cette transformation, nous avons le coût très élevé, le stress chez le personnel d'apprendre de nouvelles choses. Et comme avantage, nous avons, cela a été avantageux pour les personnels car ça leur permet de comprendre et de connaître un certain grand nombre de choses et d'être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Et comme, étant donné que nul n'est parfait, nous avons fait des remarques dans cette entreprise, tant négatives que positives. Comme remarque positive, nous avons la présence d'un chef d'agence proactif, c'est-à-dire capable d'effectuer toutes les activités de l'agence, ce qui fait que l'absence d'un membre n'impacte pas négativement sur le fonctionnement de l'entreprise. Et comme remarque négative, nous avons le dysfonctionnement des toilettes internes de l'entreprise, ce qui ralentit à toute fois dans le fonctionnement. La présence d'un groupe électrogène qui fait des troubles sonores. Et nous suggérons l'absence, la publicité liée aux retombées de cette digitalisation limitée au guichet de cette entreprise. Et nous suggérons à cette entreprise soit de s'approvisionner en groupe électrogène exonorisé pour devenir déplacer loin de la structure et de revoir la situation des toilettes internes de l'entreprise. De faire plus de publicité sur les retombées de cette digitalisation en organisant par exemple des formations pour les marques. Car ce processus n'est pas encore opérationnel, il faudrait donc préparer le terrain pour accueillir cela. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, merci pour votre aimable attention. Étant donné que nul ne détient le monopole du savoir, nous sommes suspendus à vos lèvres pour les remarques et amendements pour mieux parler nos travaux. Ok, merci mademoiselle Foueta pour votre brillante exposition. Je vais passer la parole aux experts pour examiner ce travail. Monsieur Sonny, vous avez la candidate. Merci, Monsieur le Président. Madame Foueta, Dame Annie Claire. Donc le document est clair comme vous, n'est-ce pas? Voilà. Donc au plan de la forme, j'ai apprécié le document, c'est vraiment propre, c'est lisible. Vous voyez, même si à l'intérieur on ne manque pas de coquilles, n'est-ce pas? Voilà, au niveau de la bibliographie, ça a commencé un peu à faire mal. Quand vous avez cité, ça dérange, ok? Donc il faut retirer ça. Dans www.mupesi.com, c'est vrai, c'est un site. On peut entrer, on trouve plusieurs informations, n'est-ce pas? Donc on ne saurait dire ici, voilà ce que vous avez exploité de façon précise. D'accord? Donc quand vous voulez utiliser un site de la sorte, mettez le titre de ce que vous avez utilisé. La date même, parce que je peux entrer dans le même site que ça n'existe plus. Et si vous êtes menteuse, alors qu'au moment où vous avez exploité, le document existait. D'accord? La catégorie de l'établissement de microfinance, à savoir la première catégorie qui fait dans la collecte et la sécurisation de l'épargne, l'emploi des petits justement à ses membres. Donc le chiffre d'affaires, le capital social c'est combien?
dans le capital minimum, donc il n'y a pas de capital minimum. Et puis la deuxième catégorie qui fait toujours dans la collecte et la sécurisation de l'épargne des membres octroient les crédits aux membres de l'OTS avec un capital minimum 50 000 €. Et pour la troisième catégorie, ce sont les établissements qui offrent uniquement des crédits avec un capital minimum de 5 000 €. Et l'UPC appartient à quelle catégorie? Merci monsieur pour cette question. L'UPC appartient à la première catégorie. La première catégorie, est-ce que tu mentionnes le travail? Je vais demander le travail. Ok. Maintenant, si c'est mentionné, j'ai lu quelque part, c'était à quelle page quand vous parlez des concurrents de l'UPC. Page 18. Voilà. Concurrents de l'UPC. Vous avez cité African Trust Bank. Vous avez cité la CCA Bank. Je veux donc savoir, African Trust Bank est-elle établissement de crédit ou établissement de microfinance? Merci monsieur pour cette question. African Trust Bank est un établissement de crédit. Et en quoi devient-elle concurrent avec l'UPC? Merci monsieur pour cette question. Nous avons mentionné cet établissement, cette entreprise dans les concurrents car ils offrent presque les mêmes services sur le marché. Non, je ne suis pas d'accord. La banque et microfinance ne fonctionnent pas dans le processus. Donc, je veux comprendre que la banque du crédit octroie du crédit. La banque ne fait pas de collecte. Okay. La banque traite avec des entreprises, non avec des personnes individuelles. Okay. J'ai compris. Donc, il faut retirer ça, d'accord? Les banques avaient cité cela, il faut retirer ça. Parce qu'on doit venir me dire que la banque fait concurrence à la microfinance, c'est pas possible. Voilà, les microfinances se passent même pour entrer, pour devenir également de la banque. Et non par l'inverse. On fait aussi pour une question purement juridique. J'ai assisté à Bouddha, il y a de cela peut-être 6 mois, aujourd'hui, à un cas dont je préfère taire le nom de la microfinance. Dans cette microfinance, il y avait le responsable de la collecte. Et ce dernier, quand les enfants qui allaient sur le terrain pour collecter les fonds, est-ce que vous précisez pas les agents qui passent sur le terrain pour collecter? Oui. Est-ce que les clients veulent absolument en précis? Est-ce qu'on ne part pas sur le terrain aussi pour collecter l'argent? On part collecter. On vient verser à qui? On va collecter, on vient verser à la caisse. À la caisse, sous le contrôle de qui? Du responsable des collectes. Sur le contrôle du responsable des collectes. Maintenant, est-ce que Moupessi a mis sur pied des mécanismes qui permettent que c'est le client ou le membre qui vient lui-même décrire son agent? Est-ce que Moupessi autorise un tiers de pouvoir décaisser l'argent d'un membre à sa place? Merci monsieur pour cette question. Une autre personne peut décaisser. Là, il s'agit des transactions faites dans le compte. Je ne fais pas de montants conçus. Monsieur. Une tierce personne peut faire des refaits dans le compte, dans le compte de son mandataire, si et seulement si ce dernier lui a donné une procuration. Très bien, je suis d'accord. S'il y a une procuration, on peut agir au nom de la personne. Mais je vous ai pris un cas où le chef des collègues a falsifié la signature des membres pour retirer l'argent en lieu et place des membres. Okay? Est-ce que Moupessi quand même a des mécanismes qui permettent d'empêcher cela? Oui, monsieur, pour cela, maintenant avec la digitalisation, chaque personne a la possibilité de suivre son compte. Je voulais que vous reveniez à vos thèmes sans pas là. Ok? Bon, c'est bien. Maintenant, pour sortir, dites-moi quelles sont les obligations
des microfinances, précisément du cadre de la MIPC, en fait, c'est bien. Merci, monsieur, pour cette question. L'UPC a l'obligation d'être à l'écoute de ses membres, d'effectuer ses travaux dans les lieux, d'effectuer ses travaux dans les bons mondes. Hein? Que faites-vous de l'obligation d'information? Vous savez que l'UPC a l'obligation d'informer les clients sur les modalités d'ouverture d'un compte, n'est-ce pas? À quel moment on peut faire des retraits, qu'est-ce qu'on ne peut pas toucher dans le compte. L'UPC également a l'obligation de ne jamais divulguer à une tierce personne l'existence d'un compte de son client au sein de sa microfinance. Ok? Vous pouvez engager sa responsabilité. Nous sommes d'accord? Bien, merci Monsieur le Président. Qui m'a permis d'échanger avec la candidate. Bien, merci. Nous allons passer la parole à M. Sakoucho, l'expert du domaine, pour quelques questions et remarques. Merci pour son exposé. On sent que c'est une expert de microfinance. J'ai pris la peine de vérifier votre document. Nous allons aller au pied de page. Vous allez revoir vos pieds de page. Pieds de page là. Pourquoi est-ce que vous avez commencé les pieds de page à la page, à la liste des tableaux, alors que les pieds de page vous devez commencer à partir de la dédicace? C'est une autre technique. Étant donné que la perfection n'est pas de ce monde comme nous devons le dire. Voilà, vous devez changer. Nous sommes d'accord. Vous devez arranger les pieds de page et le faire sur une ligne. Nous sommes d'accord. Oui, la seule question que je m'en vais vous poser. Vous avez travaillé à MIPC. Dites-nous comment ça se passait avant à MIPC. Ça veut dire quoi? Le service comptable, l'analyse comptable des services. Ça s'est passé avant et après la digitalisation, comment ça se passe maintenant? Merci monsieur pour cette question. Merci monsieur le membre du jury pour cette question. Avant la digitalisation, comme nous venons de le dire, on distinguait dans le service de collecte et de sécurisation de l'épargne qui concerne les opérations liées à la gestion du compte, les retraits déplacés et les retraits sur place. Avec les retraits déplacés et les retraits sur place. Et nous avons retenu que chaque retrait déplacé, retrait sur place. Je vais comprendre. Merci monsieur pour cette question. Le retrait déplacé veut tout simplement dire un retrait fait dans une agence de la MIPC autre que celle qui tient le compte. Avant la digitalisation. Il y avait paiement des commissions et de la taxe sur la valeur ajoutée. Et on pouvait faire des retraits n'importe où. Ce que je veux comprendre, avant la digitalisation, c'est ce qui se passait. Merci, oui, monsieur. Je veux savoir ce qui se passait avant la digitalisation et ce qui se passe après la digitalisation. Quand on dit avant, ça n'existait pas encore. Ok? Et quand ça existe, avant, ça n'existait pas là. On faisait comment? Maintenant, quand il y a cette comment est-ce qu'on fonctionne? D'accord? Oui, donc on va nous tromper ça. Merci, monsieur. Avant la digitalisation, seuls les titulaires du compte chèque avaient ce bénéfice, on peut dire ainsi, de faire des retraits dans des agences qui ne tiennent pas leur compte et payer des commissions et des taxes. Ce qui n'était pas le cas pour les personnes qui ont le compte d'épargne. Et après la digitalisation, monsieur, avec la centralisation du système,
il n'y a plus de distinction entre certaines lignes de frais de placer, de taux de placer, n'est-ce pas? La digitalisation elle-même, c'est quoi? Merci, monsieur le grand du jury de ma part. Soit toujours à moi, je connais la digitalisation. Expliquez. La digitalisation est un procédé qui vise à transformer un processus, une profession en un code informatique. C'est tout. Quand tu vas dire comme ça, ils vont comprendre. Vous avez compris. Expliquer de manière simple. De manière simple. La digitalisation, c'est quoi? Merci monsieur de m'avoir posé cette question. La digitalisation est la transformation des méthodes traditionnelles en méthodes modernes. Très bien. En utilisant les méthodes informatiques. On est d'accord. Bien, vous faites quoi dans la vie? Merci monsieur le On essaie aussi Je suis encore étudiante. Étudiante ou bien élève? Je suis étudiante. En quelle spécialité? Je suis étudiante en comptabilité et informaticien de gestion. Où? À l'Institut supérieur polytechnique De... Elle m'a gagné. D'un moment à l'autre, vous allez donc être plus professionnel. Parce que quand vous allez finir avec nous, vous devez être professionnel. J'espère que l'UPC est là pour l'entendre, parce qu'elle est comme ça à la source de la digitalisation de l'UPC. C'est-à-dire que si comme elle est à la source, l'UPC serait, elle serait bien placée pour commencer son premier boulot à l'UPC, pour répondre favorablement aux besoins de cette entreprise-là. Donc vraiment, madame, je pense que vous pouvez revenir, nous allons écrire une lettre de recommandation que vous déposez votre dossier à l'UPC. Que ce soit l'UPC Bouddha ou l'UPC Badjam, nous allons vous soutenir. Merci. Bien, nous allons continuer. Suivant. Prochain candidat. Chindat Kane. Centre médicalisé catholique de Batiam-Fiela est situé dans la région de l'Ouest, plus précisément dans l'arrondissement de Batiam, à 5 km de la chefferie de Batiam. Pendant notre séjour, il a été créé le 3 janvier 1968 et son autorisation vertu le 31 août 1968. Pendant notre séjour au sein du centre médicalisé catholique, nous avons eu à effectuer plusieurs tâches parmi lesquelles le classement des pièces comptables par ordre chronologique, le classement des médicaments par ordre alphabétique et l'évaluation des créances en assurance. Et nous avons aussi eu des difficultés d'individuation et de sentiment de Grâce à ces difficultés, nous avons jugé nécessaire de poser les questions sur ce que nous n'avons pas compris et de dialoguer avec les différents chefs de service au sein duquel nous avons effectué nos tâches. En effet, le recouvrement des créances assure une bonne santé financière de l'entreprise, réduit les risques financiers, maintient une bonne relation durable entre les patients et les professionnels de santé. Dans cette structure, nous avons pu faire des remarques positives et des remarques et des suggestions. Comme remarque positive, nous avons la présence d'un groupe électronique insonorisé, la disponibilité des informations. Et nous avons comme remarque négative la disponibilité d'un seul moyen de paiement, la disponibilité d'un seul local réservé pour la caisse et la pharmacie. Pour remédier à cette insuffisance, nous suggérons au centre médicalisé catholique d'agrandir la pharmacie afin que tous les médicaments soient traqués et de multiplier les moyens de paiement. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, chers familles, distingués invités, ainsi s'achève
une présentation générale de notre travail. Pour cela, nous nous remettons à votre intelligence pour nous améliorer dans nos prochains travaux. Merci pour votre aimable attention. Bien, merci mademoiselle Chinda Dani de votre présentation brève et concise. Bien, madame Chinda Dani, Marielle, c'est ça? Même comme vous m'avez entraîné dans une confusion tout à l'heure, je me demandais si c'était la même candidate qui venait soutenir sur un autre thème. Bien, relativement à votre thématique sur l'évaluation des créances en souffrance dans un centre de santé, c'est quoi une créance en souffrance? Une créance, une créance en souffrance est un engagement financier qui n'a pas été honoré à la échéance. Qui n'a pas honoré? Qui n'a pas été honoré? Qui n'a pas honoré à cette échéance? Le créancier. Maintenant, voilà un peu une question que tu m'obliges à te poser. Quelle différence fais-tu entre un créancier et un débiteur? Un débiteur est celui qui doit de l'argent au créancier. Et un créancier? Un créancier est celui qui doit recevoir de l'argent venant d'un. Et comment on dit que les créances en souffrance sont plutôt dues aux créanciers? C'est comme aux créanciers pour moi. C'est plutôt aux débiteurs, n'est-ce pas? Voilà, parce que je dis cela, il y a quelque part, quand vous voyez des causes, des créances en souffrance, même par du décès créancier à l'intérieur, je me dis, mais comment on me doit de l'argent et quand je décède, ça devient un problème? Hein? Est-ce encore à moi de payer ma propre créance? Non, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, le centre médicalisé catholique du Bacham, qui est là, est-ce un hôpital public ou alors un centre privé? Merci, monsieur. Le centre médicalisé catholique Bacham est un centre Privé. Donc, il fonctionne suivant les règles de ce centre et non pas suivant les règles de santé publique. C'est ça. Quelle est la nature de la relation qui lie donc un patient avec ce centre? Qu'est-ce qui lie le patient au centre? Qu'est-ce qui oblige le patient à payer sa dette? Les soins de santé obligent. Merci monsieur pour cette question. Les soins de santé offerts au centre peuvent obliger le patient à payer des dettes. Qu'est-ce qui a d'abord poussé le centre à prescrire des soins aux patients? Est-ce qu'on peut commencer à vous soigner comme ceci? Voilà, qu'est-ce qui a amené donc le centre à donner les soins à ce patient-là? Merci monsieur pour cette question. Le centre offre des soins aux personnes souffrant. Je veux dire, je suis souffrant, ok? Je me trouve à Bacham, ça. Et du coup, je suis à l'hôpital, donc vous trouvez ici le centre médicalisé catholique. Qu'est-ce qui permet à ce centre de commencer à prendre soin de moi? Est-ce qu'elle a ce droit de commencer à me traiter parce que je suis arrivé? Cela dépend de l'état malade. Oui. Oui. Et aussi de la nature. L'état du malade, qu'est-ce qui se passe? Le type de maladie que le patient a. Je change un peu. Tu pars au marché, tu vas acheter ça de riz, ok? Quelle est la nature qui te dit avec le vendeur? Tu vas passer quoi? On appelle ça comment? Hein? Qu'est-ce qui a fait à commencer les soins? Que tu veux? Oui, ça c'est un droit absolu pour le patient. Maintenant, si le patient est dans l'incapacité de donner son consentement, on doit recueillir le consentement de qui? Oui.
J'ai dit, vous avez ça dépendait des états de santé du patient. Maintenant, le patient en ce moment est dans l'impossibilité de donner son consentement, il est dans un coma. Ok? Qui doit donner le consentement à la place du patient pour que l'on commence les soins? Le cas malade, c'est qui? c'est lui qui est venu avec le patient. Est-ce que la loi sur le code de santé publique a dit? Confiance. Ok? Maintenant, après confiance, si je suis dans l'impossibilité, vous n'avez pas me dit que c'est quelqu'un de confiance ici. C'est ça? Soit en ce moment, si je suis marié, il faut impérativement le consentement de qui? De mon conjoint. Ok? Si je ne suis pas marié, il faut le consentement de qui? De mes parents. Ok? Parce que si je reviens donc à ta thématique, si vous me soignez sans avoir observé ces règles de consentement, même si je trouve guérison et si je ne paye pas, je ne sais pas. Merci, monsieur. Parce que quand on procède à des recrutements, moyens de recrutement, le recrutement par rapport à l'amiable et le recrutement par rapport à l'impossible. Par rapport à l'amiable, ça se passe comment? L'appel téléphonique est. Pas l'appel téléphonique. C'est sûr encore à l'hôpital, vous mettez l'appel téléphonique. Ah. Est-ce que réellement on dit, la thématique est intéressante, est-ce que réellement on dit dans nos centres hospitaliers, on soigne sans avoir payé? Ah. Et pourquoi donc nous parler de payance en fréquence si on paye avant d'être soigné? Et vous savez que le droit de la santé aujourd'hui est en pleine évolution parce qu'on vise toujours à protéger le patient à tous les niveaux. D'accord? Bon, il y a eu un cas récemment en France où un monsieur a fait un accident. Il s'est pris à poursuivi cet hôpital en justice pour préjudice esthétique et il a gagné son procès. Ok? Parce qu'il n'avait pas le droit de pratiquer des soins sur une personne sans son consentement. Et même si la personne est dans l'impossibilité, quand elle revient, elle va lucidité. Si elle constate qu'il y a une anomalie, vous allez répondre cet acte. D'accord? Mais maintenant, vous avez dit le recouvrement judiciaire. Là, je sais que c'est la question de droit d'exécution qui dépasse peut-être votre entendement. Je pense que vous avez la candidate. Merci pour l'échange qu'on a eu. Bien, merci. Vous devez aussi, comme vous êtes dans le monde du professionnel, connaître vos droits et obligations. Ok? Vous devez savoir, je peux faire quoi, je ne peux pas. Je vais passer la parole. Je remercie aussi la candidate pour son exposé. On sent que c'est une autre spécialiste de santé. Voilà, nous allons au niveau des pieds de page. Les pieds de page, il faut faire cette différence-là, il faut mettre la barre là. Nous sommes d'accord. Il doit cerner la zone de saisie et quand vous ne mettez pas, il n'y a pas, vous devez choisir ce qui est bien. Il doit limiter la zone de test là et cette zone-ci. Nous sommes d'accord. Et votre sommaire, il savait que ça a un problème. Vous devez revoir votre sommaire. Votre sommaire, apparemment, il y a un problème là-bas. Nous allons à la page 28. À la page 28, vous devez aussi revoir ça. Nous allons en plein pied dans votre thème. L'évaluation des créances en souffrance dans notre centre de santé. Il y a eu combien de créances là-bas? Dans le centre de santé, on distinguait combien de types de créances là-bas? Les créances. Vous avez commencé les créances? Les créances certaines. Des dettes? Certaines. Ah, les créances certaines, oui. Les créances litigieuses. Les créances litigieuses. Les créances anciennes. Les créances anciennes. Et les créances anciennes. Et les créances
En GEM, c'est quoi encore? Voilà, nous allons revenir dans votre tableau. Le tableau, s'il veut dire quoi? Le tableau à la page 29. Merci, monsieur. Tout le tableau. On voit ici Parce que vous avez fait une pose quelque part. C'était bien la flèche là. Est-ce à dire que les autres là sont des créances non douteuses? Qui a fait ça? Vous avez dit créance douteuse. C'est bien ça. Oui, elle a bien posé créance douteuse. Les autres créances, c'est quoi? C'est vous qui aviez fait, non? C'est quoi une créance douteuse? Une créance est lorsqu'il y a peu de chances de récupérer la somme de l'outil. Très bien. Lorsqu'il y a peu de chances de récupérer la somme, La totalité de la somme. la totalité de la somme, nous sommes très d'accord avec toi. Oui, au moment où on ne parvient pas à récupérer. Oh, merci, monsieur, pour la question. Au moment où on ne peut pas récupérer. On ne parvient plus à récupérer. Même le malade a porté disparu. Comment l'hôpital va se comporter? Ou bien on l'a soigné, il est parti, on ne le trouve plus. Vous avez intenté des actions en justice, on ne le voit pas. L'hôpital fait comment? Là, l'hôpital peut les enregistrer comme les créances en souffrance. Non, créances en souffrance, tout ça sont les créances en souffrance. Vous avez déjà évalué les créances en souffrance. Les créances en souffrance que vous avez évaluées sont des créances qui sont en réalité difficilement recouvrables, non? Oui, que c'est la récupération des dettes est un peu difficile. Mais voilà un client, un malade qui a porté disparu. Et il est bien, on l'a soigné, il est parti, vous ne pouvez plus le voir. On ne voit pas le genre de clients là aussi à l'hôpital là-bas. Oh, vous n'avez pas eu de cas. Le centre de santé. Est-ce qu'on va le mettre on va le mettre ici, dans les... On va les mettre dans les anciennes créances. Pourquoi? On dit qu'on ne le voit plus. Comment on va le mettre? Parce qu'ils sont volés. Non, l'hôpital va considérer comme une perte. Nous sommes d'accord? On ne met que ce qu'on espère récupérer dans notre tableau. S'il faut faire le recouvrer, en fait, l'évaluation des créances, est-ce que vous allez évaluer un malade que vous l'avez soigné depuis longtemps et il est parti? Ces gens-là, vous deviez déjà dire que si ton nom existe encore, si sujet à l'hôpital, comme on ne le trouve plus, ça fait même déjà 1 an, 2 ans, on considère que c'est une perte. Nous sommes d'accord? Voilà, donc vous deviez être en mesure de faire cette différence avec les créances de l'entreprise. Donc il y a des créances qui sont totalement irrécouvrables. Il y a des clients, des malades que vous le soignez, dit je ne paye pas. Vous allez au tribunal avec lui, il dit que et après il parvient à vous gagner. Ce sont Et vous payez même encore. et peut-être vous le payez même encore. Nous sommes d'accord. Donc vous devez faire cette différence aussi dans l'évaluation des créances. Tous ces malades qui ont fui avec cet argent-là, c'est ce que vous espérez encore. Vous pensez que du jour au lendemain, il peut venir payer, que vous allez mettre au cas contraire, vous les mettez comme une créance irrécouvrable. Nous sommes d'accord. Bien, merci. Nous allons aller plus vite pour mademoiselle Chinatani. Alors, en quoi votre stage apporte un plus au centre de santé? Merci, monsieur. C'est ça qui nous a apporté des choses. Non, je dis qu'est-ce que vous avez apporté comme un plus pour ce centre-là?
Si oui, allez saisir seulement comme ça là. Qu'est-ce que vous avez à qu'est-ce que le centre gagne après votre passage comme stagiaire? Qu'est-ce qui peut motiver le centre de santé à dire qu'on a besoin de vous, de même pour travailler là-bas, après ce passage de la question? Merci, monsieur. Ce qui peut motiver le centre à nous prendre comme employé dans le centre médical. Ce serait par rapport à nos performances, aux activités qui nous seront d'excellence. Voilà pour des activités, c'est-à-dire que évaluation des créances souffrances, voilà ton activité. Maintenant, vous avez fait ceci là. Est-ce que de tout ce que vous avez fait là, est-ce que le centre a gagné quelque chose? Le centre peut déjà analyser la somme dont Voilà. C'est-à-dire qu'une traçabilité, une lisibilité financière du centre. Parce que quand c'est sur les papiers, dans les documents éparpillés, on ne peut pas prendre une décision. Mais quand on regarde à partir de ton travail, on peut savoir déjà que voilà quel montant qu'on attend dehors. Là, ça peut permettre de prendre une décision. Ok? Bien. En tant que comptable, quand est-ce que on peut considérer par exemple que on a perdu et on sort de cet argent-là, de ce tableau-ci? En quel milieu, peut-être à quel moment de l'année on peut constater que bon, cet argent-ci on a perdu? Ou bien il faut combien d'années pour considérer que l'argent est perdu, on sort de la liste? Le centre peut considérer le montant perdu. Après, au moins, ça peut une durée d'un an. Alors pourquoi c'est un an? Et quand est-ce qu'on considère? Est-ce qu'on peut en février considérer que l'argent s'est perdu, on sort? Quand est-ce qu'on va sortir ça? Voilà, en décembre, lorsqu'on arrête les comptes, okay? Lorsqu'on arrête les comptes, on décide, le conseil d'administration décide que bon, ça c'est un client qu'on considère que c'est perdu, ou bien ça c'est un client qu'on considère qu'on peut récupérer. Alors quand on considère qu'on peut récupérer, comment est-ce que tu traites l'année suivante? Merci, monsieur le secrétaire. Lorsque le centre essaie de récupérer une créance, il commence les comptes de l'année prochaine par ses anciens. Donc ça veut dire qu'on continue que non, ça c'est encore mon argent. Hein? Et que ça c'est l'argent en caisse, en espérant récupérer. Okay? C'est comme ça. C'est-à-dire que si l'argent n'est pas là, on va considérer que c'est en caisse, ce n'est pas dans une banque quelque part. Donc on va considérer que c'est en caisse. Ok? Bien, merci. Je pense qu'on va arrêter comme ça. On va aller patienter, on va passer au candidat suivant pour délibérer après.
je viens de soutenir mon DQP. Je remercie tous ceux qui ont assisté à cette soutenance. Juste principalement mon encadreur professionnel, M. Assombo Kaldor Martial. Je suis très fière de mon travail car j'ai eu une mention très bien. Cela prouve déjà que j'aurai mon DQP. Et face à cela, j'ai aussi appris à m'exprimer en public, devant les gens, sans toutefois paniquer. Je vais aller de l'avant pour mieux m'améliorer, étant donné que nul n'est parfait. Je me nomme Fotatane Annie-Claire, étudiante à l'Institut Polytechnique de Bouddha. Aujourd'hui, je soutiens mon DQP et je suis très contente d'avoir la mention excellente. Je compte faire le BTS cette année et avoir toujours une mention excellente plus lors des soutenances. Et par rapport à la formation reçue qui aujourd'hui prouve toi à cette soutenance, oui, tu viens de le signaler, c'est une formation excellente. Est-ce que cette formation, est-ce que tu peux recommander cette formation à une personne? Merci monsieur. J'invite tous mes frères et sœurs à nous rejoindre dans ce centre de formation, puisque là-bas, il y a vraiment de l'excellence. Bon, merci et bon pas. Merci, monsieur. Oui, je me sens très fier avoir j'avais la volonté de venir à Mbonda pour accueillir les enfants pour les documents de DQP. Oui. Comme cela s'est bien passé, moi je suis très bien fier. Moi j'attends maintenant que le DPS, oui, pour la prochaine édition. Bien, merci beaucoup et merci pour la confiance. Merci.